Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Ma femme a ri en transférant toutes nos économies de toute une vie. Tu es trop naïf, m'a-t-elle dit. Le lendemain, elle m'a appelé 48 fois, désespérée. Voir ma femme transférer tout notre argent en se moquant de ma naïveté fut un choc. Mais je suis resté silencieux. Elle pensait avoir gagné, que j'étais fini. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, elle était en panique. Drôle, non? Quand elle pensait que j'étais naïf, j'avais déjà tout prévu. Et là, le désespoir a changé de camp. À 33 ans, après 7 ans de relation, dont 4 de mariage, je n'aurais jamais imaginé que la perfection apparente de notre couple s'écroulerait de manière aussi subtile et progressive. Au début, notre vie ressemblait à un conte de fées, un couple que beaucoup enviaient, sans se douter que, derrière les rires et les blagues complices, il y avait une organisation bien huilée. Moi, je gérais les finances, elle s'occupait de notre vie sociale et du foyer. Nous étions le cliché parfait, on finissait les phrases de l'autre, on faisait des marathons de films, même si on passait toujours une heure à choisir quoi regarder, et on organisait des rendez-vous élaborés où je la surprenais parfois avec son plat thaï préféré après une mauvaise journée. Malgré cela, mes parents n'ont jamais vraiment approuvé notre mariage, alors que mon frère aîné recevait une approbation presque inconditionnelle, le fils en or, le médecin, avec sa femme parfaite et leur maison de rêve. Moi, en revanche, j'étais vu comme celui qui avait épousé, en dessous, des attentes de la famille. Pourtant, même en pensant que notre relation était solide, le premier signe que quelque chose clochait est apparu il y a quelques mois, presque imperceptible. Tout a commencé par de petits détails, ma femme emportait son téléphone partout, même aux toilettes ou en allant à la cuisine alors qu'avant, elle le laissait traîner des heures sur la table basse. Parfois, elle me demandait même de répondre à ses messages pendant qu'elle cuisinait, je plaisantais en disant qu'on aurait dit qu'elle dirigeait un réseau de trafic de drogue. Elle riait et disait que c'était juste à cause des mailles de travail. Mais quelques jours plus tard, elle a mis un mot de passe sur son téléphone, chose qu'elle n'avait jamais faite. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a marmonné quelque chose à propos de sécurité et hackers, et j'ai préféré ne pas insister pour ne pas passer pour un paranoïaque. Même si son comportement me dérangeait, ce n'était que le début d'une série de changements étranges. Elle sortait de la pièce pour répondre au téléphone, du jamais vu, en disant à chaque fois que c'était un collègue de travail, sans plus d'explication. Elle avait aussi pris l'habitude de poser son téléphone face contre table. Une fois, quand j'ai voulu le prendre, elle l'a éloigné si vite que j'ai renversé mon café. Elle a réagi comme si j'étais l'intrus, comme si elle avait quelque chose à cacher. Parallèlement, son style vestimentaire a changé radicalement, celle qui portait toujours des sweats et des jeans allait désormais au travail en robe élégante, talons hauts et maquillage impeccable. Elle se faisait aussi faire les ongles régulièrement, alors qu'avant, elle trouvait ça inutile. Mais ce n'était pas seulement son attitude qui changeait. Notre relevé bancaire commençait à afficher des dépenses dans des endroits que je ne connaissais pas, petits paiements dans des restaurants inconnus, un bar d'hôtel en centre-ville, et d'autres lieux qui ne faisaient pas partie de nos habitudes. Un paiement de $75 dans un établissement appelé Theof a particulièrement attiré mon attention. Quand je lui ai demandé, elle s'est mise sur la défensive, disant que c'était pour quelques verres avec des collègues. Mais je savais que son équipe avait l'habitude d'aller dans un pub irlandais, pas au Theof. Elle disait aussi faire des heures supplémentaires presque tous les jours, ne respectant plus son horaire habituel de 9h à 17h, et justifiait ses retards par des réunions d'équipe, ce qui, venant de quelqu'un qui travaillait dans le même type d'environnement que moi, sonnait faux. Pris isolément, chacun de ces détails pouvait sembler anodin. Mais ensemble, ils m'ont mis en alerte. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une phase, que j'exagérais peut-être, ou que c'était l'évolution normale d'un couple. Mais mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose de grave. Avec le temps, la proximité et la communication entre nous ont disparu. Les longues discussions sur les films, les potins du boulot ou nos projets se sont transformés en échanges banals, sors les poubelles, on peut racheter du lait, même quand il s'agissait de parler de notre anniversaire ou d'économiser pour une nouvelle voiture. Elle acquiesçait sans vraiment écouter et changeait de sujet aussitôt. Je me souviens d'un moment où j'ai proposé un voyage à Hawaï, un rêve qu'on partageait, et j'ai vu sur son visage une expression de panique, suivie d'un murmure évasif sur le fait de ne pas vouloir planifier si longtemps à l'avance. Le point de bascule a eu lieu un mercredi, il y a environ un mois. J'avais appris qu'elle avait prévu de prendre un café avec une amie après le travail, une chose que nous faisions parfois ensemble. Comme j'étais dans le coin, j'ai voulu lui faire une surprise, pensant que ce serait un geste beau et spontané. Mais en arrivant sur place, je ne l'ai pas trouvée en compagnie d'une amie.
À la place, je l'ai vue dehors, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, l'air tendu, avec une expression qui ne laissait aucun doute, quelque chose n'allait pas du tout. Même si j'ai résisté à l'envie de l'espionner, j'ai saisi quelques bribes de conversation comme « c'est presque prêt » et « bientôt, tout recommencera ». Cette scène m'a laissé un vide au fond de l'estomac, une angoisse soudaine, comme si un gouffre s'ouvrait sous ce que je croyais être notre réalité. Je suis rentré à la maison sans qu'elle s'aperçoive de ma présence. Une fois chez nous, pendant qu'on jouait tranquillement à la console, j'ai tenté d'aborder le sujet avec naturel. Mais elle s'est lancée dans un long récit à propos d'une certaine amie, Mélissa, qui, selon elle, traversait une crise conjugale et avait besoin de soutien. Le plus étrange, c'est que je savais que Mélissa était mariée depuis 2 ans et n'avait jamais montré le moindre signe de problème de couple. Son histoire, bourrée de détails inutiles, n'a fait qu'intensifier ma confusion et mes soupçons. Et pour couronner le tout, lors d'un dîner tout à fait ordinaire, un soir en semaine, sans prévenir, elle a mentionné qu'on devrait réorganiser nos finances. Elle a dit cela avec un sourire innocent, mais ses yeux, eux, ne souriaient pas. Ça m'a immédiatement alerté. Alors qu'on discutait de choses banales, séries Netflix, son travail, cette soudaine préoccupation pour l'argent tombait complètement hors contexte. Depuis quelques années, j'avais toujours pensé qu'il serait judicieux de centraliser toutes nos infos, comptes, mots de passe, documents, au cas où il arriverait quelque chose. Mais cette idée, venant d'elle, m'a pris de court. On n'avait jamais parlé de ça, et la manière dont elle a amené le sujet me semblait étrange, surtout après les comportements bizarres que j'avais déjà remarqués. Je lui ai posé des questions, en essayant de garder mon calme, pendant que mon intuition s'embrasait intérieurement. Elle a simplement haussé les épaules tout en jouant avec la nourriture dans son assiette, répondant que c'était tout simplement plus raisonnable, et que si jamais il arrivait quelque chose ou si on devait prendre des décisions financières urgentes, tout serait prêt. Même si sa justification pouvait sembler raisonnable au premier abord, son ton trop bien répété a déclenché toutes mes alarmes, on aurait dit qu'elle avait attendu le bon moment pour sortir ce discours. Et curieusement, elle n'a même pas osé me regarder dans les yeux. J'ai répondu par un simple « oui ». Je pense que c'est une bonne idée, mais au fond de moi, une seule question tournait en boucle. Pourquoi, tout à coup, elle s'intéressait autant à l'organisation de nos finances? C'était la même femme qui, il y a peu, trouvait que notre plan 401K était un truc d'adultes ennuyeux, et qui s'animait quand on parlait d'investissement. Cette nuit-là, allongé sans réussir à dormir, à l'observer dormir paisiblement, je me suis demandé si je connaissais vraiment la personne avec qui j'avais partagé autant d'années. Le lendemain matin, pendant la pause déjeuner, j'ai pris une décision. Je suis allé rapidement dans un magasin d'électronique près de mon travail et j'ai acheté un enregistreur avec activation vocale. Mon raisonnement était simple, si elle passait autant de temps au téléphone, c'est qu'elle communiquait régulièrement avec quelqu'un. Même si je me sentais comme un espion, le regard que m'a lancé le vendeur semblait dire « problème à la maison », et je ne pouvais plus ignorer mes soupçons. Une partie de moi se sentait coupable, comme si je jouais dans un film de surveillance, mais une autre partie savait que ce n'était pas de la paranoïa, toutes les preuves pointaient vers quelque chose de plus grave, et je devais comprendre ce que c'était. J'ai commencé à observer de plus près sa routine. Elle m'avait dit qu'elle aurait un dîner professionnel jeudi soir, alors j'ai décidé de passer près du restaurant vers 18h30. Le parking était presque vide, et sa voiture n'était nulle part. Peut-être était-elle dans un autre resto avec des collègues, mais ajouté aux autres détails, mes soupçons se renforçaient. J'ai aussi vérifié notre relevé téléphonique, et j'ai remarqué qu'un certain numéro apparaissait sans cesse sur tous les jours où elle restait tard au travail ou sortait prendre un café avec des amis. C'était un contact sans nom sur notre compte familial, et les appels ainsi que les messages duraient souvent très longtemps. Certains diront peut-être que je suis parano ou trop méfiant, et franchement, je me suis posé la même question. Mais quand on partage 7 ans de sa vie avec quelqu'un, et que du jour au lendemain cette personne commence à agir de manière radicalement différente. Quand tous les repères qui maintenaient votre relation ensemble se mettent à disparaître du jour au lendemain. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive ni faire des accusations sans preuve solide. Quelques jours après avoir acheté le dictaphone, alors que je préparais un sandwich dans la cuisine, elle a de nouveau évoqué, de manière soudaine, la question des finances, tout en pianotant sur son téléphone. « Tu as réfléchi à organiser les banques? Tu sais où sont tous les identifiants des comptes ?» Elle a dit ça sur un ton si léger que, malgré ses efforts pour paraître détendu, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. « Qu'est-ce qui se passe?
Tu insistes beaucoup trop sur ce sujet. Il faut qu'on parle. La réponse est venue rapidement, et elle manquait clairement de sincérité. Rien, tout va bien, suivi d'un rire forcé. Cette excuse me paraissait de moins en moins crédible, et son esquive ne faisait qu'alimenter davantage mes soupçons. Ce même après-midi, pendant qu'elle était au travail, j'ai activé ce que j'appelle le mode espion. Les mains tremblantes, j'ai glissé le dictaphone sous le tiroir de notre chambre, caché parmi de vieilles boîtes à chaussures. Je me sentais comme un mari paranoïaque prêt à espionner sa propre femme, mais je ne pouvais plus ignorer tous les signes qui m'indiquaient que quelque chose de grave se tramait. Les 2 jours suivants, j'ai gardé mon calme et suivi notre routine habituelle. On préparait le dîner ensemble, on regardait des émissions, on parlait boulot. Elle a mentionné qu'elle avait prévu de prendre un café avec un collègue ce week-end. Je me suis contenté d'acquiescer en disant que je profiterais de ce moment pour jouer à la console. Mais dans ma tête, je répétais. Oui, bien sûr, un collègue de travail, c'est ça. Dès qu'elle est sortie pour son fameux rendez-vous, j'ai attendu une vingtaine de minutes pour être sûr qu'elle ne reviendrait pas chercher quelque chose oublié. Puis j'ai récupéré le dictaphone dans la chambre. Quand j'ai appuyé sur lecture, mes mains tremblaient toujours, et j'ai ressenti une nausée montante. L'enregistrement débutait avec des sons du quotidien, préparatifs du matin, discussions banales sur des réunions ou des délais. Jusqu'au moment où j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. On entendait clairement. Oui, je travaille pour avoir accès à tout. Il ne se doute de rien, ce crétin de confiance. J'ai juste besoin de quelques semaines pour tout organiser, et ensuite, on fait le transfert. La maison à Tampa est parfaite, Jackson. On va vivre un vrai rêve. Alors que j'essayais de comprendre ce que j'entendais, la voix de ma femme se mêlait à celle d'un certain Jackson, ce collègue du service marketing qu'elle m'avait présenté tant de fois comme juste un ami du boulot. Cet ami, visiblement, faisait désormais partie d'un plan bien plus sombre. J'ai réécouté cette partie de l'enregistrement plusieurs fois, comme si je venais de prendre un coup de poing en plein ventre. Ce n'était pas seulement une affaire d'infidélité. C'était une conspiration pour vider nos ressources et fuir à Tampa avec ce fameux Jackson. La femme avec qui j'avais partagé cette année de ma vie riait de ma naïveté pendant qu'elle planifiait froidement de s'emparer de tout ce que nous avions construit. Le poids de cette trahison me rongeait de l'intérieur. Désespéré, je me suis tourné vers mon vieil ami Mike, un camarade de l'université avec qui j'avais gardé contact. Je l'ai invité à prendre un café chez moi pendant que ma femme participait à un autre de ses événements professionnels. Je lui ai raconté tout, dans les moindres détails, en essayant tant bien que mal de garder mon sang-froid. Je ne dis pas que tu dois paniquer, mais tu n'es clairement pas le seul à avoir remarqué quelque chose de louche. Si tu te poses des questions sur la protection de ton argent, il vaut mieux anticiper. Mieux vaut prévenir que guérir. M'a-t-il conseillé, tout en me donnant quelques recommandations de base pour sécuriser nos finances, au cas où mes craintes s'avéreraient fondées. Au début, ces conseils me semblaient excessifs. Mais après ce que j'avais entendu sur le dictaphone, plus aucun doute ne subsistait. Je me suis retrouvé à revivre chaque souvenir, à me demander comment on avait pu en arriver là, à ce point où la femme dont j'étais tombé amoureux était devenue une étrangère. Les mains tremblantes, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer en revue, une par une, toutes nos informations, comptes bancaires, placements, actes de propriété. Chaque clic renforçait ma certitude et ma colère. J'ai décidé de vérifier l'historique de navigation du PC, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et ce que j'y ai découvert a été la goutte de trop. J'y ai trouvé des recherches comme comment transférer de grosses sommes d'argent sans éveiller de soupçons. Loi sur la propriété en Floride. Et même, comment cacher des actifs à son conjoint. Parmi ces recherches, j'ai trouvé un brouillon de mail destiné à Jackson, contenant des numéros de compte et des montants. La réalité était impossible à nier. La femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 7 ans prévoyait de me voler, et de disparaître avec cet homme. Face à une telle révélation, j'ai commencé à dresser une liste détaillée de toutes les ressources que je pouvais déplacer sans laisser de traces, avec un poids insupportable sur la poitrine. Pendant des années, j'avais eu une confiance aveugle en elle, et maintenant je me voyais obligé de défendre mon propre patrimoine contre celle qui était censée me protéger. J'ai décidé d'appeler mes parents à la recherche d'aide, bien que nous n'ayons jamais été très proches et que je n'ai jamais été leur préféré. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour mettre certains biens à l'abri, de façon provisoire.
l'appel s'est déroulé aussi mal que je l'avais imaginé. D'une voix déjà agacée, ma mère a répondu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Comme si je l'interrompais en pleine activité importante. Avec un ton préparé, j'ai dit. « Maman, j'ai besoin d'un service. » Je lui ai expliqué que je devais transférer temporairement certains biens à son nom, par précaution, car je soupçonnais ma femme de préparer quelque chose de grave. Elle m'a aussitôt répondu. « Hors de question. J'ai toujours su qu'elle n'était pas faite pour toi. » Mais ensuite, elle m'a accusé de vouloir salir sa réputation. « Ce n'est pas de la paranoïa, maman, j'ai vu de mes propres yeux, ai-je tenté d'expliquer, mais elle m'a interrompu. Elle m'a traité de délirant et affirmé que ma femme avait toujours été ce qu'il y avait de mieux pour moi. Ces mots m'ont profondément blessé, et j'ai compris, à cet instant, que je ne pourrais pas compter sur leur soutien. Sans autre option, j'ai appelé Mike. Je lui ai dit que mes parents refusaient de m'aider. Sans hésiter, il m'a répondu. « J'ai un cousin avocat. Laisse-moi l'appeler pour qu'on voit ce qu'on peut faire. » Ce même soir, après avoir parlé au cousin de Mike, un plan m'a été proposé, créer un trust pour transférer mes actifs. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était mieux que d'attendre de tout perdre. Durant la semaine suivante, j'ai discrètement transféré la majorité de nos biens vers le trust, laissant à contre-séjour une petite somme sur nos comptes conjoints juste assez pour qu'elle ne remarque rien. J'ai documenté chaque action de façon rigoureuse, m'assurant que tout soit parfaitement légal. De plus, j'ai installé une petite caméra dans notre bureau à domicile pour obtenir des preuves supplémentaires. Même si le dictaphone m'avait déjà donné la confirmation nécessaire, désormais, avec des images vidéo, mon dossier serait irréfutable devant un tribunal. Pendant tout ce temps, j'ai adopté une attitude d'ignorance apparente. Je hochais la tête quand elle parlait de réorganisation financière. Je restais calme lorsqu'elle rentrait tard de ses réunions. Et je faisais semblant de ne pas remarquer ses appels suspects. Même quand l'identifiant affichait un nom différent de l'habituel. Jouer ce rôle a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais il était vital de garder mon calme jusqu'à ce que tout soit parfaitement verrouillé. Comme l'avait dit le cousin de Mike, l'effet de surprise était mon meilleur allié. 2 semaines plus tard, à ma grande surprise, elle est devenue soudainement plus affectueuse. Elle engageait la conversation sur des sujets légers, parlait de son travail, proposait qu'on sorte dîner. Cela m'a troublé. Pendant des mois, elle avait été distante, fermée à toute discussion profonde. J'ai presque commencé à douter de mes soupçons. Mais il me suffisait de me rappeler l'enregistrement de sa propre voix, en train de planifier ma ruine avec Jackson, pour chasser toute hésitation. Le jour est venu où je devais soi-disant partir pour un voyage d'affaires. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. En réalité, je suis resté chez Mike, afin de finaliser les démarches avec son cousin avocat et de garantir une dernière pièce à conviction. Même si je lui avais dit que je serais absent pendant 4 jours. J'ai volontairement décidé de revenir un jour plus tôt. Calculant précisément l'horaire où elle avait l'habitude d'être seule à la maison. Depuis quelques semaines, elle passait des appels secrets vers 14 h, pile au moment où j'étais censé être au travail. C'est exactement à cette heure-là que je suis revenu. En entrant, je l'ai trouvée assise dans la cuisine, ordinateur portable ouvert, riant doucement tout en réalisant une transaction. À l'écran, s'affichait ce qu'elle pensait être nos comptes. Mais en réalité, c'étaient des comptes fantômes, que j'avais laissés actifs avec seulement le solde minimum pour donner l'illusion qu'elle avait encore accès à tout. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, laissant ma valise tomber au sol. Pendant un court instant, j'ai vu dans son regard un mélange de terreur et de surprise. Avant qu'elle ne tente de se reprendre. Sans même refermer l'ordinateur, elle a simplement dit. D'un ton froid, dépourvu de toute tendresse. « Tu t'es trompé de personne. Tu croyais qu'on construisait quelque chose ensemble. Mais tu as toujours été trop naïf dans ce monde. » Alors qu'elle affichait un air de supériorité. Je me rappelais chaque nuit passée à vérifier les relevés bancaires. À configurer le trust, à enregistrer chaque conversation. Ce moment était l'aboutissement de semaines de préparation méticuleuse. Et je ne laissais transparaître aucune émotion. Je l'ai simplement observé, presque comme un automate. Tandis qu'elle commençait à rassembler ses affaires. Et sans que je m'en rende compte, ses valises étaient déjà prêtes dans le couloir. Elle avait manifestement prévu ce moment pour profiter de mon absence et me dépouiller. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai saisi mon téléphone et passé 3 appels simultanément, un à l'avocat,
un à la banque et un à la police. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé en revue toutes les preuves que j'avais collectées. Les enregistrements audio où elle discutait ouvertement du plan pour me voler. L'historique de navigation montrant des recherches sur des propriétés à Tampa. La vidéo de la caméra du bureau où on la voyait photographier des documents financiers. Les brouillons de mai détaillant tout le plan. Et enfin la preuve du transfert d'argent vers le faux compte, conçu uniquement pour simuler un retrait. Alors que les fonds réels étaient protégés dans un trust auquel elle n'avait aucun accès. Je me suis adossé à ma chaise, conscient qu'en dépit de mon calme apparent, j'avais orchestré une défense implacable pour protéger ce qui m'appartenait. Peu de temps après, j'ai compris que la réalité allait vite la rattraper. Environ 6 heures après le supposé transfert, mon téléphone s'est mis à exploser de messages. D'abord, des textos. Que se passe-t-il avec le transfert? Appelle-moi tout de suite. Puis les appels ont commencé. J'ai décidé de les laisser tous aller vers la messagerie vocale. Chaque message était plus désespéré que le précédent. J'ai entendu des bribes comme « L'argent a disparu et Jackson ne répond plus ». Avant qu'elle ne supprime tout, j'ai découvert que son amant avait son propre plan parallèle. Selon la banque, il avait immédiatement retiré les 30 000 $ qu'elle avait transférés vers leur compte commun, avant de disparaître. Son plan de fuite parfait s'était effondré des deux côtés, comme on pouvait s'y attendre. 2 jours plus tard, elle est apparue dans l'immeuble de mon bureau, hurlant que je lui avais volé son argent. Et que je l'avais dénoncé pour fraude auprès de la banque. La sécurité a dû l'expulser pendant qu'elle criait que je l'avais manipulée. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà déposé plainte pour tentative de vol. Avec toutes mes preuves alignées comme des dominos, prêtes à tomber. Ce même soir, j'ai reçu un message d'elle. Je ne voulais pas faire ça, c'était une erreur. On peut réparer ça. Ma réponse a été de ne pas répondre. À la place, j'ai envoyé toutes les preuves à mon avocat et laissé la justice faire son travail. La police a immédiatement ouvert une enquête, mettant l'accent sur les conversations enregistrées dans lesquelles elle planifiait le vol. Les emails, et les relevés bancaires montrant les transferts effectués au fil des semaines. Le plus étrange, c'est que certains amis communs ont d'abord pris son parti. Elle avait construit une version où j'étais un homme contrôlant et qui cachait de l'argent. Jusqu'à ce que l'un d'eux, mon ami Dan, écoute les véritables enregistrements. Son visage est passé de l'incrédulité à l'effroi en moins de 30 secondes. « Mec, j'aurais jamais imaginé ça », a-t-il murmuré, visiblement choqué. Elle avait dit à tout le monde que j'étais paranoïaque, que j'inventais des histoires. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point elle était une bonne actrice. Pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Elle s'était forgé l'image d'une épouse douce et aimante. Alors qu'en réalité, elle préparait un coup pour vider mes comptes et disparaître avec un autre homme. La première audience au tribunal a eu lieu hier. J'y ai présenté toutes les preuves, et mon avocat a mis en avant les enregistrements audio. Nous avions aussi la preuve que Madame Anderson avait planifié de vider nos comptes conjoints. Et de s'enfuir à Tampa avec un collègue du nom de Jackson Reynolds. L'avocat de la défense, les yeux écarquillés, lui a demandé « Est-ce que c'est vrai ?» Elle a commencé à bégayer, prétendant que les enregistrements étaient hors contexte. Et que tout cela était un malentendu. Mais sa voix tremblante trahissait la vérité. Mon avocat a continué. Nous avons l'historique de navigation montrant des recherches de propriété à Tampa. Des enregistrements où elle parle clairement de transférer des fonds à l'insu de mon client. Et même des images vidéo montrant Madame Anderson en train de photographier des documents financiers. Puis, il a diffusé un court extrait d'un des enregistrements. Où sa voix résonnait dans la salle. Tu n'as aucune idée, un idiot aussi confiant. Dès que j'aurai l'accès à tout, je transfère la thune. La salle est tombée dans un silence total. Et son visage est devenu livide. Le médiateur, les sourcils levés comme s'ils allaient s'envoler, a assisté à la scène alors que son avocat, visiblement furieux d'avoir été pris de court, demandait une pause pour parler en privé avec sa cliente. Quand ils sont revenus, environ 15 minutes plus tard, son attitude avait complètement changé. Il demandait désormais un accord raisonnable, au lieu d'exiger la moitié de tous mes biens. Elle, en revanche, était furieuse. Incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu m'as fait ça, s'est-elle exclamée en se penchant sur la table. Je suis resté silencieux.
ne ressentant aucun besoin de répondre. Il ne s'agissait pas de ce que je lui avais fait, mais de ce que je m'étais protégé d'elle. Elle avait clairement montré qu'elle ne partirait pas sans tenter de me ruiner. Le médiateur a proposé une pause, pour reprendre la discussion la semaine suivante, le temps que les émotions se calment. Mais tout le monde dans la pièce savait déjà que le jeu était terminé. En sortant du bâtiment, elle m'a tiré par le bras dans le couloir, le visage déformé par un mélange de rage et de désespoir, et m'a murmuré. « Ça ne s'arrête pas là, tu vas le regretter. » Je lui ai simplement répondu. « Je regrette seulement de t'avoir confié ma vie. C'est le seul vrai regret que j'ai. » Son avocat avait déjà proposé un accord, mais je n'étais pas prêt à accepter. Ce n'était plus une question d'argent, mais une question de responsabilité. Certains amis communs sont venus me voir, disant qu'ils avaient la nostalgie de la personne que je croyais connaître. Mais il suffisait de me rappeler cet enregistrement dans lequel elle me traitait de crétin naïf, pour que toute nostalgie disparaisse aussitôt. En attendant, je vis chez Mike, qui m'a offert un soutien inébranlable au milieu de ce chaos. Quand le monde s'écroule, on découvre qui sont les vrais amis. Le lendemain matin de notre première audience, mes parents se sont présentés chez moi, frappant à la porte comme si c'était le FBI. Apparemment, mon ex-femme avait appelé mes parents en pleurant, récitant sa version des faits à des oreilles trop disposées à l'écouter. J'ai ouvert la porte, et ma mère n'a pas perdu une seconde. « Comment as-tu pu lui faire ça ?» a-t-elle hurlé, les yeux en feu, comme si elle allait m'exclure de la famille. Malgré tout ce que j'avais traversé. Mon père, les bras croisés et l'air déçu, a déclaré d'un ton sévère. « Ton frère n'aurait jamais traité sa femme comme ça. C'est pour ça qu'on s'est toujours inquiété pour toi. » J'ai essayé d'expliquer qu'ils ne savaient pas toute la vérité. Mais pour eux, j'étais déjà devenu le méchant de l'histoire. « On en sait assez », a répondu ma mère, m'accusant d'avoir été contrôlant, d'avoir créé un environnement dans lequel elle ne pouvait que échouer. Je ne comprenais pas. Elle se vantait à tout le monde que j'étais un monstre, tout en profitant de ma confiance, en riant de moi avec ses amis dans des bars chics. Et mes propres parents ont tout gobé, sans même se poser de questions. Ma mère a conclu. Ne reviens plus au dîner du dimanche. Tu n'es plus le bienvenu. Ils sont partis, me laissant humilié. Heureusement, Mike m'attendait dans la voiture, au bout de la rue, me rappelant que, dans l'adversité, il était mon véritable ami. Peu après, la situation a radicalement changé. Grâce à Mike, Jackson, l'homme avec qui mon ex voulait fuir, a été retrouvé. Il se cachait chez un cousin, de l'autre côté de la ville, espérant obtenir l'immunité en échange de sa coopération. Jackson a accepté de témoigner et de révéler tout ce qu'il savait. Selon ses déclarations, elle préparait ce plan depuis près d'1 an. Pire encore, elle avait trompé une autre personne à la salle de sport, avec une histoire similaire, lui promettant de partir à Austin, et non à Tampa. Son témoignage fut la goutte d'eau. Il a détaillé devant le tribunal comment elle avait tout planifié, calculé combien elle pouvait me soutirer sans que je m'en rende compte, et choisi le moment idéal pour demander le divorce, maximisant ainsi ses gains. Ensuite, ce fut la descente émotionnelle. D'abord des appels pleins d'excuses. Je pense qu'on a juste besoin de parler. Je sais que c'est devenu compliqué, mais on peut arranger les choses. Ne répondant pas, elle est passée à la colère, adoptant un ton vindicatif. J'ai ignoré tous les appels. Sur les conseils de mon avocat, chaque fois que je me sentais pris de compassion, je réécoutais l'enregistrement où elle me traitait de crétin naïf, révélant son plan pour me vider. Quand les appels ont cessé, elle a tenté de manipuler nos amis communs, prétendant que le divorce était une blague élaborée ou un test de couple. Au début, certains y ont cru, m'envoyant des messages comme « Je ne savais pas que tu étais si dur avec elle ». Mais dès que les captures d'écran ont circulé, et que le témoignage de Jackson est devenu public, tout a changé. Les images se sont répandues rapidement parmi nos proches. Soudain, plus personne ne la croyait. Même ceux qui la défendaient ont fini par m'envoyer des excuses. Finalement, mes parents ont reconnu la vérité. Mon père m'a appelé pour une excuse gênée. Et ma mère m'a écrit pour dire qu'elle regrettait de m'avoir jugé si vite. Mais c'était trop tard.
Je leur ai dit que j'avais besoin de distance. Et qu'au moment où le divorce a été finalisé la semaine dernière, elle n'avait gardé que ses effets personnels. Son avocat a abandonné l'affaire. Après que le rôle de Jackson a été révélé. Car il n'y avait aucune base légale pour soutenir ses demandes. Quant à moi, j'ai gardé la maison, mes économies. Et surtout, ma santé mentale. Mike m'a aidé à repeindre et réorganiser la maison. Pour que je me sente à nouveau chez moi. Il est même allé jusqu'à brûler le lit qu'on partageait. Dans la ferme de son oncle. Et à m'aider à acheter de nouveaux meubles pour la chambre. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Plus de doute, plus de trahison, juste la paix. Même si certains, comme mes parents, tentent de rétablir le contact. J'ai décidé de garder mes distances. Car il y a des ponts qu'il vaut mieux ne pas reconstruire. À ceux qui traversent une épreuve similaire, je dis. Faites confiance à votre instinct. Comptez sur ceux qui sont vraiment là pour vous. Et surtout, ayez un bon avocat. Ça, c'est non négociable. Ceci est ma seule mise à jour. La vie continue. Et enfin, la mienne suit la bonne direction. Merci à tous pour votre soutien durant ce parcours. Cela a compté bien plus que vous ne l'imaginez. Et pour ceux qui me demandent si je pourrais un jour revenir avec elle, je réponds sincèrement. Après ce qu'elle m'a fait, il n'y a pas de retour possible. Ce n'est pas une comédie romantique. C'est la réalité brute. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle histoire incroyable. On dit souvent que la vérité finit toujours par sortir, et dans ce cas, elle a éclaté comme une bombe. Ce que j'en retiens, c'est que parfois, il faut tout perdre pour vraiment se retrouver. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a bien fait de couper les ponts avec ses parents? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi en commentaire, je lis tout avec attention. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.